Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour le congrès de la Société marocaine de médecine interne, que je remercie pour l'accueil. C'est un plaisir d'être parmi vous pour voir des personnes, des amis internistes avec lesquels on a beaucoup travaillé. C'est un plaisir de les revoir, mais aussi pour voir des personnes. C'est un plaisir d'être parmi vous. Donc, on va parler d'un sujet qui est très intéressant et qui constitue en fait que toute personne côtoyant des patients diabétiques, les traitant ou c'est-à-dire les côtoyant dans sa pratique est intéressant, qui est l'insulothérapie pour la prise en charge des patients diabétiques. Donc, je remercie les laboratoires Novo Nordisk pour l'invitation. Et donc, je commencerai par une petite introduction pour dire on va parler de l'insulothérapie, qui est un traitement d'une maladie qui est en pleine croissance. Donc, de plus en plus de diabétiques sont déclarés, sont diagnostiqués. On les voit de plus en plus dans nos différentes consultations. Bien sûr, le traitement, c'est la prise en charge par tout ce qui est règles hygiéno-diététiques, équilibre, donc revoir un petit peu le style de vie, mais il y a aussi le traitement médicamenteux. Donc, les ADO, les traitements du diabète non insulinique, qui sont de plus en plus nombreux, plusieurs molécules qui ont permis d'améliorer la prise en charge des patients, qui nous ont permis de mieux traiter nos patients, mais on est face toujours à une maladie qui est évolutive. Et l'insulothérapie, un jour ou un autre, dans le traitement du patient diabétique de type 2, devient nécessaire. Donc, une bonne initiation, c'est-à-dire quand on met l'insulothérapie d'une manière qui est correcte, ça nous permet d'éviter les effets indésirables qui sont craints aussi bien par le patient, mais par le médecin qui prescrit. Donc, on n'a pas envie que chez notre patient chez qui on a initié une insulothérapie, on ait des hypoglycémies, on ait une prise de poids importante. Et donc, bien initier le traitement nous permet d'éviter au maximum la survenue des effets indésirables qui va nuire en fait à l'efficacité de ce traitement qui est l'insuline. Bien sûr, on va surveiller notre traitement dans le cadre d'une prise en charge globale. Donc maintenant, prendre en charge la glycémie toute seule, c'est pas prendre en charge un diabète, c'est la prise en charge globale des facteurs de risque, des complications. Le facteur social et psychologique est important aussi. Donc, une insulothérapie n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas justement cette prise en charge globale du patient. Donc, on va essayer, après cette introduction, de rappeler un petit peu la physiopathologie du diabète de type 2. C'est très important dans la mesure où si on sait d'où vient le problème, on peut le régler d'une manière plus efficace. Donc, la physiopath, on accent surtout sur l'insulocarence. On va parler de l'insulothérapie dans le diabète de type 2, comment l'initier, comment la surveiller. Et on va aussi parler donc, des différents schémas thérapeutiques possibles, avant de conclure, bien sûr. Donc là, je ne vous apprends rien. Vous savez que dans le diabète de type 2, c'est pratiquement 90% des cas de diabète. Donc, c'est une cause croissante de morbidité et de mortalité, surtout cardiovasculaire. Donc, en 2019, pratiquement un demi-milliard de personnes avaient un diabète de type 2, donc soit 9,3% des adultes dans le monde, et une répartition qui est équivalente entre les deux sexes, donc autant de femmes que d'hommes. Donc, qui dit femme, dit santé reproductive, dit atteinte donc, des générations à venir avec tous les phénomènes d'épigénétique que vous connaissez. Donc 1 million de décès par an dans le monde, donc la 9e cause de mortalité directe. La prévalence des adultes devrait augmenter de 25% d'ici 2030 et à 51% d'ici 2045. Donc c'est une vraie épidémie. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'on assiste à une augmentation du nombre d'enfants et d'adolescents atteints de diabète de type 2. Qu'on en voit de plus en plus des 15 ans, des 16 ans avec une obésité et avec des troubles métaboliques, notamment un diabète. Donc c'est devenu un grand problème, ce qui souligne la nécessité d'efforts aussi bien dans le traitement, ce qu'on va discuter aussi ici, mais aussi donc en matière de prévention. Donc ça fait partie de notre métier en tant que soignant. Donc là, c'est juste un schéma pour montrer justement l'augmentation du nombre de patients qui est prévu d'ici 2045 et que ça touche toutes les tranches d'âge, surtout les jeunes. Donc la tranche de 45, 50, 55 ans, donc vraiment les gens qui sont actifs, qui sont toujours en cours de les gens les plus productifs en fait. Donc là aussi, c'est les chiffres par rapport à la région MENA qui est notre, donc on y est pratiquement affiliés. Donc la prévalence va passer de 16% à 19%. Et en Afrique, donc on va assister aussi à une augmentation de prévalence de 4,5 à 5,2. Qu'en est-il du Maroc? Donc là, c'est les chiffres déclarés par l'OMS. Donc la prévalence du diabète dans la population adulte est de 12,4%.
Et on estime que 55,1% de la population est en surpoids et 21,7% sont des obèses. Donc dans cette population, il y a sûrement des diabétiques non diagnostiqués, d'autant plus que si on voit les chiffres de l'étude STEP qui a été publiée quand même en 2017, c'est assez ancien, dans les deux sexes, on a 63% de la population qui n'ont jamais fait de glycémie. Donc la proportion des patients non déclarés diabétiques, elle est sûrement énorme par rapport à ce qui est déclaré aujourd'hui. Donc bien sûr, le diabète, c'est un ensemble de phénomènes éthiopathogéniques qui sont intrigués, donc notamment ce qui est génétique. Donc on sait qu'il y a une susceptibilité génétique, on sait qu'il y a des phénomènes épigénétiques, notamment donc, le climat, donc, la période de grossesse, les perturbateurs endocriniens, la pollution donc, qui intervient dans l'expression de gènes qui favorisent l'apparition de ce diabète. Il y a aussi tout ce qui est comportemental, notre alimentation, le manque d'activité physique, on est de plus en plus sédentaire. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui font qu'il y a une augmentation de la prévalence, bien sûr les facteurs biologiques et notre environnement qui est de plus en plus favorable au développement de troubles métaboliques dans le diabète. Tous ces changements-là, en plus des éléments biologiques qui vont induire notamment les troubles métaboliques, la résistance à l'insuline, ils vont altérer aussi le microbiote intestinal, donc chose qu'on entend de plus en plus impliquée dans la genèse du diabète et donc responsable d'un état inflammatoire chronique qui va être responsable des troubles métaboliques que nous voulons détailler. Donc, bien sûr, cela va engendrer des complications. Donc, si on voit le graphe en face, ici, donc un diabétique qui est équilibré, c'est-à-dire qui est en succès thérapeutique, il y a une augmentation de risque de complications qui est inférieure à 1,5%. C'est-à-dire il n'est pas comparable à une personne normale. Donc, même quand on traite bien, il y a quand même un risque de complications qui est là. Quand on est en échec relatif, c'est-à-dire quand on est à 8,5%, 7,5 d'hémoglobine glyquée, le patient il a un risque de 1,5 à 2% fois 2, donc de développer des complications. Quand on est en échec thérapeutique, c'est-à-dire quand la personne elle a des hémoglobines glyquées au-delà de 8,5, 9, c'est des personnes qui ont des risques multipliés par 2 de développer des complications. Donc pour voir un peu la gravité de la maladie et le fait de laisser traîner des patients avec des hémoglobines glyquées qui sont élevées, ben, le risque il est très important. Bien sûr, la néphropathie, 18% de risque si le patient n'est pas équilibré, la neuropathie 8%, la rétinopathie 7% et l'augmentation significative de toutes les maladies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, les AVC et les événements cardiovasculaires composites donc totalement. Donc finalement, c'est des patients qu'il faudra qu'on traite et qu'on traite d'une manière énergique. Donc il faudra qu'on soit convaincu du traitement et qu'on arrive à les convaincre. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de parler un peu de la sécrétion d'insuline et qu'est-ce qui se passe chez le patient diabétique type 2 pour pouvoir en fait pallier à la problématique d'une manière efficace. Donc pour avoir une normoglycémie, c'est l'insuline qui est sécrétée au niveau du pancréas, on est d'accord? Parce que, excusez-moi, voilà. Donc le pancréas va sécréter l'insuline. Donc l'élévation de la glycémie par l'effet du repas va stimuler la sécrétion d'insuline et le passage du pool alimentaire à travers le tube digestif va faire qu'il y a la sécrétion des GLP-1, donc c'est l'effet incrétine, qui va stimuler le pancréas aussi pour qu'il y ait une sécrétion d'insuline. Donc cette insuline va permettre l'utilisation du glucose par le muscle et va permettre de freiner la production hépatique du glucose. Donc quand on mange, le foie arrête de produire du glucose et le sucre que nous avons mangé, eh ben, il va être efficacement utilisé par les tissus périphériques, notamment donc, le muscle. C'est comme ça que la glycémie revient à la normale. Donc elle va monter, mais elle va pouvoir diminuer parce que l'insuline travaille d'une manière efficace. Alors cette sécrétion d'insuline se fait en deux schémas. Donc il y a une sécrétion de base. C'est-à-dire que maintenant, on est là, on ne mange pas, mais il y a une sécrétion de base d'insuline qui est en continu. Elle permet de contrôler la glycémie dans les périodes du jeûne et interprandial. Donc, même si on ne mange pas, même s'il n'y a pas une stimulation par le glucose alimentaire, eh bien, nous avons une sécrétion de base qui est permanente, qui nous permet en fait d'avoir une utilisation du sucre par les cellules donc, qui en consomment. Et il y a une deuxième sécrétion, c'est la sécrétion, excusez-moi, prandiale. Donc, quand on va manger, il y aura une sécrétion plus importante qui va permettre de limiter les excursions glycémiques. Donc, quand on va manger du sucre, ça va stimuler le pancréas et il y aura une sécrétion importante d'insuline pour avoir un stockage, d'accord, donc du sucre qui a été consommé. En plus, bien sûr, de la sécrétion de base. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le patient diabétique de type 2? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème?
pourquoi il n'y a plus cette sécrétion efficace d'insuline qui va permettre le retour à la normale à chaque fois. Donc, deux phénomènes dont on va parler, mais qui ne résument pas toute la physiopathologie du diabète de type 2, donc on le dit d'emblée. Maintenant, on sait que pour avoir une hyperglycémie, c'est pratiquement 9 organes qui sont malades. Mais là, on va s'intéresser juste au pancréas parce qu'on va parler de l'insulinothérapie. Ça ne résume pas toute la physiopathologie du diabète. Donc, je tenais à le dire juste pour qu'on soit un peu dans la prise en charge globale, justement, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça commence par une résistance à l'insuline. C'est-à-dire pour une raison ou une autre, les raisons génétiques, les raisons comportementaux, tous les phénomènes épigénétiques, les polluants. Donc, toutes ces raisons-là vont être confondues pour donner cette résistance à l'insuline. Donc, l'insuline, elle va être là, elle va être sécrétée par le pancréas, mais elle ne va pas agir au niveau du récepteur. Résultat, diminution du transport du glucose au niveau cellulaire, une augmentation de l'insuline de base, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le fait que c'est mal utilisé fera que le pancréas va essayer de contrecarrer, donc il va synthétiser davantage. Diminution de l'utilisation et les défects porte-récepteurs, c'est-à-dire la résistance va s'aggraver encore davantage. Et tout ça va donner une toxicité au niveau de la cellule bêta parce qu'elle va être sursollicitée et on va commencer à avoir une carence en insuline qui va s'installer au fur et à mesure que la résistance va s'aggraver et elle va durer dans le temps. Donc, plus elle est grave et plus elle va durer dans le temps, plus la cellule bêta va être épuisée et donc elle ne va plus sécréter assez d'insuline. Alors, dans la vraie vie, comment ça se traduit? Donc, on a les phases de sécrétion d'insuline et ici, on a la glycémie. D'accord? Donc, ici, on a la glycémie à jeun et aussi, on a la glycémie postprandiale. Donc, quand on est en phase d'insulinorésistance, c'est-à-dire au début, avant même que le diabète ne soit déclaré, c'est le fameux sujet obèse qui vient avec un bilan qui est tout à fait normal. Donc, tous les chiffres sont corrects. Sa glycémie à jeun est correcte, sa postprandiale est correcte. Mais si la sensibilité à l'insuline chez lui, elle est très basse. Donc, son insuline ne fonctionne pas correctement. La première phase de sécrétion d'insuline chez lui, elle commence à augmenter et la phase tardive va augmenter d'une manière plus importante. C'est là où il y a l'hyperinsulinisme. C'est-à-dire quand la cellule bêta veut sécréter de l'insuline, il y a deux phases. Donc il y a la première phase, c'est l'insuline qui est stockée à l'intérieur. Donc la cellule bêta, elle stocke un peu d'insuline à l'intérieur qu'elle va sécréter dès qu'elle est stimulée. C'est-à-dire dès qu'on commence à manger, il y aura la sécrétion du premier pic d'insuline. Il y a de la phase précoce. La première phase de sécrétion d'insuline. Et puis, plus on va manger, plus la cellule bêta va fabriquer davantage, c'est la sécrétion tardive. Donc, en fait, dans le pic d'insuline, vous avez le pic précoce et le pic tardif. Donc, ce qui se perd en premier, quand la personne commence à être prédiabétique, c'est la phase tardive. C'est-à-dire que dans la cellule bêta, il n'y a plus d'insuline qui est stockée. Il faut que la personne mange pour qu'elle puisse fabriquer de l'insuline. Et c'est les patients qui viennent avec leurs capteurs, avec des glycémies normaux, mais dès qu'ils mangent, ils font des 2 grammes et puis ça descend très rapidement. Ces gens-là, si on s'amuse à les traiter, ils commencent à faire des hypoglycémies. Parce que finalement, la dose totale qui est sécrétée, l'insuline tardive, elle est importante. Ce qui est perdu, c'est cette phase précoce. D'accord ? Et après, donc ça, c'est dans la période de prédiabète. Quand le diabète il est déclaré, eh bien, toutes les phases de sécrétion sont altérées, que ce soit la phase précoce qui s'aggrave davantage, mais aussi la phase tardive. Et donc là, la glycémie va commencer à augmenter d'une manière significative avec le temps. Donc finalement, ça se déclare bien avant même qu'on voit le patient, d'une manière, c'est-à-dire très importante. Donc finalement, les glycémies postprandiales vont se détériorer en premier. D'accord ? Donc les patients vont avoir des glycémies postprandiales qui sont élevées. Et puis avec le temps, si on ne fait rien, c'est la glycémie basale qui va se détériorer et va s'aggraver au fur et à mesure que l'insulinosécrétion de base va se détériorer. Donc finalement, la glycémie à jeun va rester pendant très longtemps normale. C'est la postprandiale qui va s'aggraver. Et si on ne fait rien, eh bien aussi la basale et on va commencer à avoir des glycémies à jeun élevées. Alors ce qui est peut-être intéressant à dire ici, c'est que la proportion, c'est-à-dire le delta qui est élevé avec la glycémie, c'est-à-dire quand on passe de 1 à 2, il est stable. C'est-à-dire la personne, au prédiabète, elle va passer de 1 à 2, puis elle va descendre. Et puis ça va s'aggraver, de 2 grammes. Elle va passer de 2 à 3. Donc le delta entre le préprandial et le postprandial, il est stable au fil des années, il ne s'aggrave pas. C'est-à-dire la personne ne va pas passer de 1 à 2, et puis quand elle va être à 2, elle va passer de 2 à 4. Ça va toujours être le même delta en fonction de la maladie. Donc, c'est ce qui fait qu'on s'intéresse à la basale et qu'on essaie au maximum de baisser la glycémie basale parce que le delta
il est le même pratiquement. Donc, vous voyez un peu sur le schéma, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc la glycémie à jeun, elle est correcte. Donc, vous avez la postprandiale qui s'élève ici. Et regardez, c'est pratiquement le même effet. Quand la glycémie à jeun s'élève, le delta, il est pratiquement le même. C'est encore plus important la glycémie à jeun, mais le delta, il est pratiquement le même. Donc, si on arrive à faire baisser, on va reproduire le même schéma que quand l'hémoglobine glyquée était plutôt basse et la glycémie à jeun était normale. Alors, ce qui est intéressant aussi à savoir en termes de cette insulinocarence qui s'installe, c'est qu'on passe d'une étape où l'insulinocarence elle est stimulable, c'est la période où on utilise les ADO, c'est-à-dire qu'il y a de la carence, mais quand on donne des antidiabétiques oraux, on arrive à stimuler, à une étape où ça devient non stimulable. C'est-à-dire même si vous donnez des antidiabétiques oraux, la cellule bêta ne va rien donner parce qu'elle s'est altérée d'une manière très importante. Donc, vous avez une période... Excusez-moi, je ne connais pas le pointeur. Alors, voilà. Donc ici, c'est le diagnostic du diabète. Donc ici, le déficit insulinique, il est réactif. Donc vous donnez un sulfamide, vous donnez un inhibiteur DPP4, ça marche. Mais après, donc en général, on dit entre 8 et 12 ans, donc l'insuline, elle est nécessaire parce que justement, ce déficit insulinique devient non stimulable. Donc finalement, vous avez la résistance à l'insuline, la détérioration de la cellule bêta, la détérioration en plusieurs phases, donc la phase précoce puis la phase tardive. Et puis dans ces deux phases, vous avez une phase qui est stimulable et une phase qui est non stimulable. Donc c'était un peu ça le petit rappel de ce qui se passe dans la cellule bêta, donc chez le patient diabétique de type 2. Alors quand on va traiter, bien sûr, les objectifs ne sont nullement revenir à une glycémie normale. Donc les objectifs, c'est d'éviter la complication et améliorer la qualité de vie des patients. Et si on tient compte de ces deux paramètres, ça devient beaucoup plus facile parce que on fait d'une manière plus efficace. Alors, c'est pour ça que pour traiter un diabète, ça ressemble un petit peu à construire un temple. C'est-à-dire on démarre d'une étape à une autre. Et donc, il faudra travailler sur les modifications de style de vie. C'est la base même du traitement. On ne peut pas travailler avec un patient sans travailler sur cette base. C'est vrai qu'on n'a pas 100% de réponse. Il y a des patients qui répondent bien, d'autres qui répondent moins bien, mais à chaque fois, il faudra revenir justement à ces modifications de style de vie, non seulement parce qu'ils nous aident à revenir à une glycémie normale, c'est-à-dire on ne parle plus de donc c'est dépassé maintenant, vous le savez très bien, mais on leur parle que travailler sur justement ce lifestyle modification permet d'améliorer la santé globale, permet d'atteindre des objectifs de poids corporel, permet d'atteindre des objectifs en termes de glycémie, de tension artérielle et de lipides. Et donc, ça permet justement d'arranger cette prise en charge globale et permet de retarder et prévenir les complications. Alors, pour pouvoir atteindre, il faut tenir compte des préférences personnelles et culturelles. Donc, c'est tout un travail sur ce que peut faire la personne et ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc, ça, vous savez très bien, de par votre pratique, qu'il y a des gens avec lesquels il y a certains objectifs qu'on ne peut pas atteindre, mais on peut les contourner. Il faut maintenir le plaisir de manger. Donc, il y a des gens qui n'arrivent plus à manger parce que justement, il n'y a aucun plaisir. Tout ce qu'ils veulent manger est censé être interdit. Donc, ça, c'est un problème. Éviter les limitations alimentaires et surtout travailler sur ce qu'ils peuvent manger, pas ce qu'ils ne peuvent pas manger. Et aller proposer des menus, des journées types, c'est beaucoup plus facile et rentable que de leur dire ça, il ne faut pas le manger. Et donc ça, c'est maintenant acquis pour tous les praticiens qui traitent les patients diabétiques. Donc ce qui est recommandé et ce qui sort dans les recommandations, malgré qu'il y a une panoplie de régimes qui sont proposés pour les patients diabétiques, mais là où il y a de l'evidence-based medicine, la chose qui reste c'est-à-dire prouvé scientifiquement, c'est le fameux régime méditerranéen qui a énormément de bénéfices pour la prise en charge du diabète, mais aussi pour les complications cardiovasculaires. Bien sûr, lutter contre la sédentarité, améliorer la composition corporelle, l'action sur la résistance à l'insuline, la stabilité du poids et la lutte contre la fragilité du sujet âgé. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait justement pour démarrer et pour que votre traitement soit efficace par la suite. Bien sûr, on va arriver au cœur du sujet et qui est l'insulinothérapie, comment traiter ces patients diabétiques type 2, comment initier et traiter par insulinothérapie. Alors on commence déjà par discuter quand est-ce qu'on va mettre le patient diabétique type 2 sous insuline. Alors les situations sont les suivantes. Il y a les situations aiguës, c'est-à-dire un patient qui est malade, qui est à l'hôpital, infarctus du myocarde, infection, on passe à l'insulinothérapie. Les patients qui sont en échappement thérapeutique, c'est-à-dire c'est des patients dont l'équilibre reste perturbé malgré qu'on a tout donné en termes d'ADO. Et c'est les patients
on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la cellule bêta n'est plus stimulable. Donc, même si vous donnez des ADO, ça ne va rien donner. Les patients qui vont commencer à montrer des signes d'insulinocarence. Alors, c'est qui ces patients-là? C'est des patients qui vont se présenter 8 ans, 10 ans, 12 ans de diabète. Ça, c'est différent d'une personne à une autre. Et chez qui, dans le dossier médical, vous avez une perte de poids qui est progressive. Donc, ça commence à 62, puis 60, puis 58. Vous voyez ça dans leur suivi, sans qu'il y ait de raison évidente à cet amaigrissement. C'est des patients qui vont rapporter une fatigue chronique. Et en général, ils ne sont pas très déséquilibrés. Ce qui est drôle, c'est des 8%, 7,7%. Ils ne veulent pas vraiment initier l'insulinothérapie. Ils vous disent « je vais faire mieux » et ça ira. Mais quand vous regardez leur dossier, c'est clair qu'il y a de la carence qui est en train de s'installer et qui altèrent leur état de santé. Donc, il ne faut pas tarder à les mettre sous insuline. Et bien sûr, quand vous avez une contre-indication aux ADO, qu'elle soit transitoire ou définitive, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, certaines molécules pour les insuffisances cardiaques, les femmes enceintes, donc tout ça, c'est des situations où vous ne pouvez pas utiliser les ADO, donc on va être sur une insulinothérapie. Alors, deux objectifs quand on met en place l'insuline. Se substituer à l'insulinosécrétion de base, donc qui est déficitaire pour réduire l'hyperglycémie basale, parce qu'on a dit tout à l'heure que finalement, avec l'hyperglycémie postprandiale, elle est là depuis le début, d'accord? Et elle est stable. Donc, si j'arrive à revenir à mon malade, la glycémie à jeun qui est correcte, si j'arrive à stabiliser la glycémie entre les repas, celle des repas, elle va être, c'est-à-dire elle peut être contrôlée. Pardon, oui. Donc, si j'arrive à contrôler la glycémie entre les repas et à jeun, automatiquement, je vais pouvoir contrôler ma maladie. Donc, il ne faut pas se concentrer d'emblée sur la glycémie postprandiale, même si des fois, elle nous paraît très élevée. Pallier donc, à la carence de l'insuline prandiale, mais ça, c'est en deuxième temps. C'est-à-dire, après avoir contrôlé ma glycémie de base, je m'intéresse à la glycémie postprandiale, et pas le contraire. Même si, en postprandiale, c'est alors, bien sûr, les objectifs, c'est-à-dire la glycémie avant les repas et après les repas, dépend des objectifs que vous aurez fixés pour vos patients. D'accord? Ça dépend de l'âge, ça dépend des comorbidités, ça dépend de l'espérance de vie, ça dépend des hypoglycémies. Donc, si cette personne fait beaucoup d'hypoglycémie, donc on va voir nos chiffres glycémiques vers le haut. Donc, les préférences du patient, donc vous allez fixer vos objectifs en fonction de tous ces éléments-là. Donc, il n'y a pas de chiffres avant-après qui sont universels pour tout le monde. Mais en général, on est entre 0,9 et 1,3 jusqu'à 1,4 en préprandial et en postprandial, donc inférieur à 1,80, entre 1,50 et 1,80. Donc, à choisir et à personnaliser en fonction des éléments que je viens de citer. Alors, quelle est l'insuline basale idéale? Donc, quelle est la meilleure insuline de base? Pour un diabétique de type 2, c'est une insuline qui a une durée d'action de 24 heures. D'accord? Pour qu'elle permette de réduire l'hyperglycémie basale sur l'ensemble de la journée. Deuxième caractéristique, c'est une action qui soit relativement étalée, mais avec un maximum d'activité qui se situe entre la période qui s'étend de 5 heures du matin à 11 heures du matin. Donc, c'est une période où vous savez très bien qu'il y a le phénomène de Loeb, donc il y a des hormones qui sont sécrétées et qui vont augmenter la glycémie davantage. Et donc, idéalement, si on peut avoir un pic d'action près de la zone HEDI, ça serait bien. Donc, quelles sont les possibilités? Donc, il y a la fameuse NPH, donc on a utilisé pendant très longtemps. Elle n'a pas une durée de 24 heures et son pic, il est vers 2 heures, 3 heures du matin. Donc là, si on n'a pas le choix, si le patient ne peut pas prendre autre chose, c'est qu'il doit la prendre vraiment en fin de nuit pour décaler le pic, parce que finalement, entre 2 heures et 3 heures du matin, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est le risque d'hypoglycémie. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Donc, vraiment, la NPH qu'ils prennent avant le dîner, en basal, ce n'est pas un bon choix. Donc, si le patient va prendre la NPH, elle doit être décalée au maximum la fin de la soirée pour avoir justement avec le pic et pour éviter les hyponocturnes. Donc, nous avons la détémir. Donc, là aussi, elle a une durée d'action qui ne couvre pas les 24 heures. Le pic, il est un peu décalé par rapport à la NPH. Il y a la glargine, donc avec la durée de 24 heures, mais pas chez tous les malades. Donc, on sait qu'il y a une variation interindividuelle. Donc, des patients, il y a une durée juste de 18-20 heures. Donc, certains ont la durée de 24 heures. Donc, la variation interindividuelle en réponse à l'insuline est une réalité. Donc, c'est pour ça que tout praticien, à chaque fois, donc, il va adapter sa prescription en fonction de la réponse du patient. Et il y a la dernière venue, donc la degludec. Donc, il y a une durée d'action qui peut dépasser les 24 heures chez certains patients et
il n'y en a pas vraiment de pic d'action, mais elle permet de couvrir d'une manière efficace donc toute la journée. Alors, comment on va faire pour commencer une insuline basale? Donc, idéalement, comme on a dit, donc la bedtime, c'est le soir. En général, c'est après 10 heures, c'est après le dîner, c'est pas avant le dîner. On commence en général par 10 unités, d'accord? Où là, on tient compte du poids. Donc, les patients qui sont très obèses, 10 unités, c'est très peu. Donc, on tient compte du poids et donc on va commencer entre 0,1 et 0,2 unités par kilo par jour. Alors, pourquoi 0,1, 0,2? C'est pratiquement du simple au double. Bon, ça dépend de l'IMC, du niveau de résistance à l'insuline que vous évaluez dans la pratique. Donc, vous savez qu'il y a des patients qui sont très résistants, d'autres qui sont moins résistants. Ça dépend de la fonction rénale. Donc, les patients qui sont insuffisants rénales, il faut faire attention. On ne va pas démarrer par une forte dose d'emblée. Et ça dépend aussi de la capacité d'autosurveillance et du patient que vous voyez devant vous. Certains, on a vraiment peur en commençant l'insuline, tellement ils nous paraissent qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Donc, en fonction du patient, en fonction du terrain, on va commencer par 10 unités ou on va choisir en fonction du poids 0,1 à 0,2 unités par kilo par jour. Bien sûr, après, on va titrer en fonction de la glycémie à jeun. Donc, si tout va bien, on va garder la même dose. S'il fait des hypoglycémies, on va diminuer de -2. S'il fait des hyper, on va ajouter donc plus 2 unités. En général, la dose de croisière, c'est-à-dire la dose qu'on va garder, elle est entre 0,3 et 0,5 unités par kilo par jour. Je parle des DT2, donc diabétique type 2. On ne parle pas des DT1 ici, donc c'est une autre logique. Alors, j'ai instauré une insuline, j'ai commencé par la dose que j'ai choisie. Comment je vais gérer les ADO que le patient prend? Donc, en général, on peut maintenir la metformine, donc il est souhaitable de maintenir la metformine. Ça, c'est la SFD en 2023, mais vous savez très bien que c'est des recommandations qui bougent énormément. Donc arrêtez les sulfamides parce qu'il y a le risque d'hypoglycémie. Alors, en pratique, on peut les redonner par la suite. C'est-à-dire, on peut donner une basale avec un sulfamide, mais juste l'initiation, il faut être prudent. C'est-à-dire, on peut les arrêter et le remettre après si on a l'impression qu'ils vont nous rendre service. Arrêter les sulfamides, donc il est recommandé de maintenir les fameuses molécules cardioprotectrices maintenant, donc l'inhibiteur SGLT2, les analogues de GLP-1 pour le bénéfice cardiovasculaire et rénal, mais aussi pour leur bénéfice en tant qu'antidiabétique. Alors pour les patients obèses, donc il est recommandé, il est souhaitable de garder l'analogue de GLP-1 pour limiter la prise de poids, donc il y a un effet secondaire de l'insuline que vous connaissez très bien. Donc là, on va, juste pour illustrer, donc on a un patient de 58 ans, diabétique type 2 depuis 12 ans, pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, pas de complications, niveau de risque cardiovasculaire modéré. C'est un patient qui est à 8,5% depuis une année, sous inhibiteur DPP4 dose optimale, glyclaside dose pleine. Alors son poids, 54 IMC à 18 kg par mètre au carré. Il était à 58 il y a un an et il était à 62 donc il y a 4 ans, donc appétit conservé. Donc il n'y a pas de raison qui explique en fait cet amaigrissement. Examen, donc RAS. Donc, c'est typiquement les patients avec une insulinocarence qu'on voit. En général, ils sont un peu fatigués, ils se réveillent difficilement le matin. Donc, on initie une basale chez lui. Donc, comment vous allez gérer à votre avis? Donc, on fait le poids, des 10 unités. 10 unités parce qu'il a un petit poids quand même. Donc, 10 unités pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les ADO? On arrête le glyclaside. On garde l'inhibiteur DPP4. Pour la metformine, il n'aime pas la metformine, donc il est intolérant. Donc, 10 unités, arrêt des sulfamides et sa surveillance. Qu'est-ce que vous en pensez? Correct. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur ces chiffres-là. Alors, c'est des chiffres pratiquement d'il 17 heures. D'accord? Alors, dans la littérature, les chiffres de 17 heures sont le reflet un petit peu des chiffres de 3 heures, 4 heures du matin. C'est-à-dire en termes, c'est-à-dire sur équilibre hormonal, c'est la même sécrétion. Et donc, si votre patient, il est bas comme ça à 17 heures, il faut faire attention, peut-être qu'il va faire des hypoglycémies le soir. Donc, ce patient, peut-être diminuer la dose, ça serait plus sage. Ça serait plus sage de diminuer de 2 unités, voir comment ça va se passer. De toute façon, il n'y a pas le feu, on est bien. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va surveiller chez ce monsieur? Qu'est-ce qu'on va surveiller? Les éléments de surveillance par la suite. C'est surtout le poids
D'accord? Donc, c'est surtout le poids chez lui. Et bien sûr, la survenue d'hypoglycémie pour des événements particuliers. C'est-à-dire, il va bouger, il va faire son activité sportive, comment il va réagir face à la stimulation donc, de son muscle. Autre profil de patient chez qui on peut initier donc justement la basale, 64 ans, diabétique type 2 depuis 8 ans, hypertendu, obésité IMC à 32 kg par mètre au carré. Donc, c'est une patiente qui est à 9% depuis une année. Liraglutide 1,8 mg par jour, metformine 2 g matin et soir, et glimépiride 4 mg par jour. Poids à 98 kg, 34 kg par mètre au carré qui est stable, donc ça ne bouge pas. Appétit conservé, examen RAS. Donc, on a décidé d'initier une basale. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut faire autrement? Je pense que non. C'est vrai que bon, il est obèse, donc il va prendre du poids, mais on n'a pas le choix. Alors, on va initier la basale. À votre avis, la dose? Entre 0,1 et 0,2. Donc, ça va donner pratiquement 20 unités, excusez-moi. C'est 20 unités pratiquement de glargine. Les ADO, comment on va les gérer? On les garde. Donc, on arrête le glimépiride, on garde la liraglutide pour le bénéfice cardiovasculaire parce que c'est une patiente qui est quand même à très haut risque cardiovasculaire. Et pour limiter la prise de poids, donc c'est plus sage, le glimépiride, on va l'arrêter. Donc, première surveillance, première semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? On augmente. On augmente de combien? 2, 4. Logiquement, c'est 4, mais on a augmenté de 6. C'est ce qui a été fait, c'est des vrais schémas de patients. Donc, on a augmenté de 6. Alors, regardez le premier jour, le deuxième jour, troisième jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on n'est pas bon le matin. On n'est pas bon le matin du tout. Mais là, on commence à avoir des chiffres qui dérangent un peu en fin de journée. En fait, ce qui s'est passé chez la patiente, et là, c'est une vraie patiente, elle a repris son sulfamide d'elle-même. Donc, pour elle, ça ne marche pas. Donc, elle a repris son sulfamide. Donc, on a dû l'arrêter. On a titré davantage, donc à 28. Et ça a commencé à s'arranger. Mais il y a toujours cette fin de journée, regardez, 17 heures. Donc, c'est une patiente qu'on continue à suivre. Mais il fallait diminuer un peu d'une unité, donc à suivre. Donc, on verra. Ça, c'était le 26, donc à suivre pour voir. Mais juste pour vous montrer que c'est des patients qui sont résistants, donc ils ont besoin de doses importantes. Mais il faut faire attention quand même aux glycémies en fin de journée, parce que c'est le reflet de l'hypoglycémie nocturne. Et puis, il y a aussi les patients qui ont 15 ans, 18 ans de diabète, ils prennent des initiatives. Donc, il faut faire attention. Alors, une fois qu'on a mis en place une basale, en général, ça marche pendant quelques années, donc quand on a bien titré, quand on a les ADO qu'il faut. À un certain moment, même la glycémie postprandiale commence à s'altérer, donc on n'arrive plus à la contrôler par une basale efficace seule. Et là, on a besoin d'ajouter des rapides. Donc, c'est ce qu'on appelle le schéma basal plus ou basal bolus complet. Alors, comment on va gérer les bolus? Eh bien, on va garder, excusez-moi. Donc, on va garder l'insulinothérapie basale à sa dose habituelle, le soir, donc en général, on ne la change pas. On va ajouter au moment du repas le plus hyperglycémiant une petite dose d'analogue rapide, donc le petit déjeuner en général. En général, c'est le petit déjeuner. C'est là où il y a le problème. Donc, on va commencer par 3 à 4 unités et qu'on va augmenter en fonction des résultats obtenus sur la glycémie postprandiale. Donc, en général, on essaie d'être inférieur à 1,80 tout en évitant les hypoglycémies 3 à 4 heures après. Donc, on va garder notre basale comme ce qu'on a fait. Et on va ajouter l'insuline rapide, 3 à 4 unités, on va titrer pour atteindre notre objectif. Alors, petite astuce, quand on est sur des hémoglobines glyquées quand même à 8 ou inférieur à 8%, ça serait sage de diminuer un petit peu la basale avant d'ajouter la rapide. D'accord? Quand vous êtes sur du 8,5, 9, 10, on garde la même dose, il n'y a pas de risque. Mais quand on est sur des chiffres quand même qui sont... c'est-à-dire on n'est pas loin de l'objectif, ça serait sage quand même de diminuer un peu la basale et d'ajouter la rapide et puis il n'y a pas le feu. On aura le temps de tout ajouter.
de tout ajuster. Alors, s'il vous plaît, quand on parle de l'insuline prandiale, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur équilibre alimentaire, prévention cardiovasculaire, c'est vrai, c'est un volet qualitatif. Quand on commence à parler d'insuline prandiale, on est obligé de passer à un volet quantitatif. C'est-à-dire que le patient doit, d'une manière ou d'une autre, adhérer à des quantités de glucides au niveau des repas. Parce que s'il prend, maintenant je suis à 3 unités de rapide avant le petit déjeuner. Aujourd'hui, il prend 40 grammes de glucides. C'est correct. Le lendemain, il prend 80 grammes. Ça ne peut pas être correct. Donc, on est obligé de passer par un comptage glucidique. Alors, voilà. Donc, il faut que la personne puisse fixer la quantité d'hydrates de carbure qu'elle prend au niveau des repas. Donc, on passe à un volet plus quantitatif. Donc, exemple, donc le patient qui est censé prendre 1800 kilocalories par jour, donc vous estimez son apport calorique à 1800 kilocalories par jour. En général, on est à 50% de glucides par rapport à l'apport calorique. Donc, la personne va prendre 225 grammes de sucre par jour. Donc, 45 grammes le matin, 90 à midi et 90 le soir. Et donc, on va lui donner des équivalents glucidiques. Donc, voilà, pour votre petit déjeuner, vous ne devez pas dépasser tant de glucides en pain, en fruits. Donc, en général, soit vous vous faites aider par une diététicienne, donc qui maîtrise bien le comptage glucidique, soit vous donnez aux patients des documents qui sont disponibles sur Internet où il y a des équivalences glucidiques. C'est-à-dire, tous les aliments, les glucides, et il doit composer en fonction de ces 45 grammes. Sinon, ça va être des hauts et des bas et on ne va jamais s'en sortir. C'est parmi les limites qui font qu'il y ait des échecs dans le traitement de l'insulinothérapie, surtout quand il y a de l'insuline rapide, c'est que les patients n'arrivent pas à maîtriser la quantité de glucides consommés au niveau des repas. Donc, si on n'arrive pas à maîtriser cet élément-là, on ne va jamais s'en sortir. La deuxième option, c'est d'adapter l'insuline à l'apport glucidique, c'est-à-dire s'il va prendre plus, il va ajouter, s'il va prendre moins, il va diminuer. Mais ça nécessite quand même plus d'efforts, plus d'apprentissage de la part du médecin et du patient. Donc, parler quantité de glucides à ce stade-là, c'est indispensable. Genre, on ne peut plus rester dans les généralités, il faut aller dans les quantités. Voilà, donc en général, la personne va mesurer sa glycémie avant, elle va faire son injection, elle va contrôler la quantité elle va contrôler sa quantité d'hydrates de carbure et normalement, quand on est bien, la glycémie ne devrait pas augmenter de plus de 0,4 à 0,5 grammes par litre. C'est-à-dire si on démarre à 1,30, si on a une bonne dose d'insuline, on va passer à 1,80 maximum. Donc, j'ai dit, si on démarre à 1,30 avant le repas et qu'on maîtrise bien notre quantité d'hydrates de carbure et notre dose d'insuline, elle est bonne, on va passer à 0,5, donc on va passer à 1,80 et on est bien. Si on prend une quantité importante d'hydrates de carbure, automatiquement, on va passer à plus. Voilà. Alors, bien sûr, le problème avec l'insulinothérapie, c'est surtout l'inertie thérapeutique. Donc, là, c'est des chiffres marocains. Donc, seulement 27% des patients ont une hémoglobine glyquée qui est correcte, donc inférieure à 7%. Et 6 patients sur 10 vont rester sous ADO seul, donc ils ne vont jamais passer à l'insulinothérapie. Et jusqu'à 20 ans chez les patients qui vont être insulinotraités pour démarrer une insulinothérapie. Donc, c'est là où vient le dogme. Les patients nous disent, dès que mon père a commencé l'insuline, il a fait les complications. Donc, c'est justement parce que l'insuline, elle a été démarrée tardivement, c'est pour ça que c'est problématique. Donc, la plupart des patients, même lorsqu'on démarre une basale, on tarde à commencer les rapides parce que justement, les rapides est une difficulté supplémentaire. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer parce qu'on sait que plus le patient va être déséquilibré, plus il va faire de complications. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que quand la personne reste déséquilibrée pendant un long moment, même si on l'équilibre par la suite, il y a la mémoire. C'est-à-dire que le corps a subi les dégâts de la période où il était déséquilibré. C'est la mémoire glycémique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a un retard à l'initiation de l'insulinothérapie? Donc, il y a des causes qui sont liées aux patients, des causes qui sont liées aux praticiens et des choses qui sont liées au système de soins. Donc, c'est quand même une question qui est assez difficile à cerner. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs choses qui font qu'on tarde à mettre une insulinothérapie. Alors, du côté du praticien, par exemple, c'est la difficulté à manager les schémas à multiples injections.
vous voyez qu'il y a quand même du travail quand on va mettre le patient sous multiples injections. Il y a aussi les difficultés à manager les effets secondaires. Quand le patient commence à faire des hypos, des hyper, donc il est un petit peu perdu, donc il préfère ne pas le faire. Surtout quand il y a des difficultés liées au système de soins qui n'arrivent pas à adresser le patient, donc toute la difficulté. Côté patient, c'est surtout le déni de la maladie. Donc pour les patients, le fait de passer à une insulinothérapie, ça veut dire que sa maladie est plus grave. Donc moi, je vais faire plus d'efforts, c'est pas la peine d'y arriver. Donc ça, c'est tous les éléments qui font que on tarde à mettre l'insulinothérapie. Donc ceci dit, il y a des choses qui sont réelles. Par exemple, les hypoglycémies. Donc, les hypoglycémies est une barrière à l'atteinte du contrôle glycémique chez les patients et les médecins. Donc, les médecins ont peur d'hypoglycémie. Ils n'initient pas l'insulinothérapie. Donc, ça, c'est des chiffres qui disent que finalement, plusieurs patients font de l'hypoglycémie. Et là, c'est le pourcentage des praticiens qui ont peur justement de ces hypoglycémies et qui ne n'initient pas à cause de ça. Et finalement, ils ont raison parce que les événements hypoglycémiques sont associés à un risque accru d'événements cardiovasculaires. Donc, avoir peur de l'hypoglycémie, c'est tout à fait justifié. Risque cardiaque, risque d'accident, donc les patients qui se lèvent pour se resucrer, qui font des chutes avec des fractures, donc ça c'est pas rare, ça existe. Il y a aussi le risque neurologique, donc risque de démence, risque de troubles cognitifs, donc il faut avoir peur de l'hypoglycémie, c'est justifié. Ça altère la qualité de vie, les patients sont plus fatigués le lendemain parce qu'ils font des hypoglycémies, émotionnellement ils sont pas bien. Donc, et aussi, donc, ça entrave leur capacité à se concentrer, à être plus productif. Donc, l'hypoglycémie est un problème donc, quand on commence à initier une insulinothérapie. Donc, le poids aussi. Donc, vous savez très bien que quand vous baissez l'hémoglobine glyquée de 1%, le patient prend 2 kilos en insulinothérapie. C'est ça le chiffre. C'est-à-dire que vous passez de 9 à 7, vous avez 4 kilos de plus. Et de 13 à 7, vous pouvez faire le calcul. Il y a des gens qui viennent 3 mois après avec 10 kilos facilement d'insuline, de poids de plus, donc avec tous les problèmes qui en résultent. Donc, finalement, il y a des difficultés, mais bien sûr, il faut trouver des solutions. Donc, idéalement, pour l'insulinothérapie, le raisonnement, c'est ce fameux schéma basal-bolus. Donc, le basal-bolus, bien sûr, n'est pas complet d'emblée. Donc, on commence par un seul bolus, puis on passe au deuxième, puis on passe au troisième. Et il y a les solutions intermédiaires. Donc, l'industrie pharmaceutique permet toujours des solutions, disons, intermédiaires. Et donc, il y a les fameuses coformulations. Donc, vous en avez déjà entendu parler. Donc, c'est des insulines qui vont associer aussi bien des basales que la rapide. Donc, la coformulation dégludec-asparte. Donc, la dégludec en tant que basale et l'asparte en tant qu'insuline rapide. Donc, l'avantage, c'est que c'est un schéma d'insuline qui est plus simple, donc plus accepté par le patient. Il n'a pas de stylo, donc avec la basale et la rapide toute seule. Donc, c'est une coformulation dans le même flacon et moins d'injections. L'avantage aussi, c'est qu'il y a meilleure flexibilité dans le temps, donc par rapport au dosage. Donc, quelle est la différence entre les coformulations donc, qui associent la dégludec, l'asparte et les fameuses prémixées qu'on a toujours manipulées avant, où il y a la NPH et la rapide? Donc, la coformulation, c'est la dégludec et l'asparte. Donc, ce sont deux insulines analogues, donc avec une structure qui est différente. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les deux composantes, ce qui fait que le produit il est plus stable sur la pharmacodynamique et la pharmacocinétique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été injecté, la basale va تخدم بوحدها et la rapide va تخدم بوحدها. Chacune va travailler d'une manière différente et va travailler d'une manière indépendante. Par contre, dans les prémixés qu'on avait avant, c'était l'insuline humaine avec des molécules de haut poids moléculaire. Pardon, je ne connais pas le HADA. Donc, c'est l'insuline humaine avec des molécules de haut poids moléculaire qui permettaient de changer un peu son comportement une fois injecté. Et donc, il y avait une interaction entre l'insuline rapide et l'insuline lente, ce qui fait qu'il y avait des différences dans la pharmacodynamique et la pharmacocinétique du produit. Donc, les coformulations, c'est des formules innovantes qui permettent d'avoir des produits qui sont plus, des résultats qui sont plus reproductibles et plus stables. Donc, quand on voit un peu le schéma ici, c'est la dégludec une fois injectée. Donc, c'est son action sur les 24 heures. Donc, il y a une stabilité sans qu'il y ait une interaction avec l'insuline rapide qui va être injectée au moment, c'est-à-dire de l'injection. Donc, regardez, ici, c'est pour les types 2. Donc, une fois ça monte, c'est stable.
Et en termes de variabilité, là, c'est comparé à la glargine. Donc, vraiment, il y a une stabilité dans la sécrétion de la molécule. Donc, une fois elle est injectée, une fois elle est en sous-cutanée, elle est stable et elle est libérée d'une manière continue avec une stabilité. Et donc, quand on voit cette stabilité, le risque d'hypoglycémie, il est beaucoup moindre. D'accord? Et bien sûr, la rapide ne va pas être altérée parce qu'elle va... Donc, il n'y a pas d'échappement et donc faible risque d'hypoglycémie. Donc, qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire dans les études? Donc, ici, ils ont essayé de comparer la coformulation avec un schéma basal-bolus. Donc, la coformulation, elle a l'avantage d'être plus facile à utiliser, mais le basal-bolus, on a plus de possibilités d'augmenter et diminuer les doses de rapide. On va voir est-ce que ça a un effet dans la vraie vie. Donc, ici, ils ont pris des patients diabétiques de type 2. Donc, le premier groupe, un schéma basal-bolus classique, et le deuxième, donc la coformulation en 1 ou 2 injections associées ou pas aux ADO, et donc bien sûr la phase d'initiation puis la phase d'intensification. Alors voilà, donc c'est juste pour rappeler le schéma de l'étude. Les deux groupes étaient comparables en termes de poids et d'IMC, en termes de durée du diabète et en termes d'hémoglobine glyquée. Et donc là, il nous montre que finalement, pour l'efficacité, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Donc le basal-bolus n'a pas fait mieux que la coformulation. Il n'a pas fait mieux aussi en termes d'hémoglobine glyquée ni de glycémie à jeun. En termes d'hypoglycémie, ça c'est les hypoglycémies globales, donc il n'y avait pas de différence significative. Mais par contre, on trouve une différence significative par rapport aux hypoglycémies nocturnes. Donc la coformulation avec le dégludec a permis d'avoir moins d'hypoglycémie nocturne, qui sont quand même une hantise, surtout chez les sujets âgés, donc qui peuvent avoir donc, des répercussions neurologiques et cardiaques qui sont très importantes. Donc finalement, la dégludec a permis d'avoir moins d'hypoglycémie nocturne. Aussi, le constat, c'est qu'on a eu besoin de moins de quantité d'insuline d'une manière significative. Donc avec la coformulation, on était à 70 unités en moyenne. Pour le basal-bolus, c'était 79 unités. Qui dit plus d'insuline, dit plus de prise de poids. Donc finalement, en termes d'équilibre, ils sont comparables. On a moins d'injections, bien sûr, avec la coformulation par rapport au basal-bolus, et on a moins d'hypoglycémie nocturne, et c'est dû à l'effet en fait, de la dégludec, qui est une basale plus stable. Donc, dans la vraie vie, ils ont essayé de comparer aussi la prémixée et la coformulation. Et finalement, effectivement, la coformulation permettait de réduire la glycémie, c'est-à-dire permettait d'avoir un équilibre glycémique avec moins d'hypoglycémie nocturne, même comparé à la prémixée. Donc, comment on fait, c'est-à-dire dans le raisonnement de ces coformulations, c'est-à-dire si on a un patient qui est sous basal et on décide de passer à une coformulation parce qu'on a envie d'ajouter de la rapide, on va passer dose par dose. C'est-à-dire il était à 18 de glargine, on va passer à 18 de Rézodec. Ça, c'est ce qu'ils disent dans les écrits. Mais après, quand le patient est très déséquilibré, peut-être qu'il faut augmenter un petit peu. D'accord? Donc, est-ce qu'on associe les ADO? Donc, on peut associer avec les inhibiteurs SGLT2, on peut associer avec les inhibiteurs DPP4. Les sulfamides, on préfère les arrêter, surtout que ça contient de la rapide. Et on peut les associer aux analogues de GLP-1 sans problème. Alors, chose qui est intéressante dans la coformulation, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, on utilise la rapide avec le repas le plus hyperglycémiant de la journée. Alors, le basal-bolus permet la rapide, le repas le plus hyperglycémiant que vous avez décidé. Vous pouvez changer la rapide en fonction, c'est-à-dire si vous avez un repas, la personne ne va pas manger, ou là, par exemple la période du ramadan chez les patients qui vont jeûner, ou la personne ne va pas manger mais elle a un repas copieux le soir, donc elle peut jouer avec la rapide. Donc elle peut le faire aussi avec la coformulation, elle peut changer l'horaire d'injection en fonction du repas le plus important de la journée, sans que cela affecte l'action de la basale. Donc la dégludec, une fois injectée, on peut changer la période d'injection d'IALA sans problème. Donc elle peut le prendre le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Il faut juste respecter un délai minimum de 4 heures si les personnes ont besoin de 2 injections par jour. Parce que la rapide, elle a une durée d'action de 4 heures, donc il faut respecter la durée de 4 heures entre les injections. Alors, donc une injection en général, c'est l'équivalent à un basal plus.
Si ça ne marche pas, on peut passer à 2 injections par jour, c'est-à-dire qu'on va mettre la basale et on va mettre 2 injections de rapide. Donc aussi, on peut jouer avec le temps, il faut juste respecter le délai des 4 heures comme on a dit. Donc si ça marche, eh ben, on va garder la même dose, donc l'initiation. Si ça ne marche pas, on va augmenter de 2. S'il y a des hypoglycémies, on va diminuer de 2 unités. S'il vous plaît, quelque chose qui est important et ça me tient à cœur, c'est parler des techniques d'injection aux patients pour ne pas se trouver avec des zones de lipodystrophie comme ça. Pour l'anecdote, c'est un monsieur qui m'a dit qu'il a utilisé l'insuline pendant 8 ans et qu'il changeait l'aiguille quand le stylo est fini. Il changeait l'aiguille quand le stylo est fini. Vraiment, personne ne lui a dit qu'il faut changer l'aiguille à chaque utilisation. Et c'est des choses qui arrivent par oubli. On est trop pris dans notre activité. Personne n'aide, donc vous devez tout faire. Mais quand même, ça mérite d'être discuté. Donc là, c'est juste des exemples un peu pour illustrer l'utilisation de la coformulation. Donc un patient de 52 ans, poids à 65 kg, IMC à 24 kg par mètre au carré. Donc c'est un patient qui est diabétique depuis 12 ans, pas de complications, pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. C'est un ingénieur chantier avec énormément de déplacements. Et c'est un patient qui mange de manière très anarchique. Donc, il n'y a pas d'horaire fixe à l'alimentation. Donc, c'est un patient qui prend de la glyclaside 60, 2 comprimés par jour le matin, metformine 2 comprimés par jour et glargine 18 unités. Irrégularité des heures du repas principal, beaucoup de déplacements, 7,8, 8,1, 8,2. Donc, il ne faisait que se déséquilibrer. Là, c'était son CGM. Donc, on voit qu'il y a vraiment des moments où ça monte le matin, des moments où ça monte le soir. Et son hémoglobine glyquée était estimée à 8%. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé justement à la coformulation, 18 unités. On a gardé dose par dose, parce que quand même, entre les repas, il était pas mal. Et on a gardé la metformine et un peu d'éducation diététique quand même pour qu'il fasse un effort. Ça a vraiment marché. Regardez, donc on a pu avoir une stabilité ici. Et le repas qui est le plus important, on a pu le contrôler. On n'avait plus les 3 grammes, donc c'était à 2. Une petite titration et ça s'est arrangé. Donc son hémoglobine glyquée était estimée donc après à 6,4%. Donc vraiment, c'est un exemple type de patient chez qui la coformulation donne de bons résultats, c'est-à-dire une irrégularité des heures de repas, se déplace beaucoup, il mange un petit peu n'importe comment parce qu'il n'y a pas vraiment de disponibilité et de variété diététique. Donc c'est un bon profil pour ce genre de patient. C'est un bon traitement pour ce genre de patient. Donc, il a 70 ans, 58 kilos, l'IMC à 21, diabétique depuis 20 ans, HTA, dyslipidémie, pas de complications, retraité. Donc, le problème des retraités, là aussi, c'est dormir tard, se réveiller tardivement. En général, ils sont sur 1 ou 2 repas maximum. Et glyclaside 60, 2 comprimés par jour, la Cita 50 fois 2 par jour, metformine, et glargine 16 unités le soir. Donc, il est passé de 6,9, 7,4 et 8,1. Donc, il n'y avait pas de cause de déséquilibre identifiée. Il faisait des hypoglycémies. Et c'est un monsieur qui était marqué par de la fatigue chronique particulière. Il se réveillait difficilement. Il passait la journée fatigué. Donc, quand on a fait son CGM, regardez. Pratiquement, il passait entre 2 heures et 5 heures du matin, il était en hypoglycémie et ça durait. C'était constant. Donc, ce qui expliquait qu'il se réveillait difficilement le matin. Ce n'était pas une hypoglycémie qui le réveillait 0,4, 0,5, mais il était à 0,6, 0,55 qu'il garde. Donc, ça explique vraiment la fatigue du matin. Et donc, c'était l'effet de son insuline basale, donc il fallait la changer. Donc, on a pensé à mettre la Degludec, mais quand on voit le reste du CGM, quand même, il faisait des hyperglycémies avec les repas. Et c'était la période où on n'avait pas encore la Degludec Pohda, donc on a utilisé le réseau DEC à 16 unités à midi. On a gardé la Cita et la metformine. Et vraiment, là aussi, ça a marché. Regardez. Plus d'hypoglycémie, la période qui nous dérangeait, entre 3 heures et 6 heures, donc il était 1,38, 1,45. Et après le déjeuner, 1,22, 1,15, donc il était parfait. Donc vraiment, c'est des exemples de patients chez qui ça a marché de manière impressionnante. Là aussi, 55 ans, 27 kg par mètre au carré, diabétique type 2 depuis 14 ans, pas d'autres facteurs de risque, pas de complications, ouvrier. Là aussi, c'est des gens qui bougent beaucoup. Glargine de 20 à 24 unités depuis 4 ans et la metformine, glimépiride, il était à 8,4%, pas d'hypoglycémie. Je pense que son CGM, c'était ça en fait.
Donc des hypos et des hyper là aussi. Regardez les hyper à minuit, après le petit déjeuner. Je ne sais pas pourquoi il a fait de l'hypo ici. Après des hyper par la suite. Regardez ici. Donc on est passé à 24 unités de réseau DEC, 12 pour dose. Je pense qu'on a gardé la même. Oui, on a gardé la même dose. Donc 12 pour dose. 24 unités, et puis on a gardé la metformine et on a arrêté la glimépiride. Ça, c'est vraiment arrangé. Donc, dernier. Je montre juste les graphes. Donc là, s'il vous plaît, parce qu'on est tenu par le temps. C'était une dame chez qui on avait, excusez-moi, 62 ans, 17 ans de diabète, pas de complications. C'est une dame qui était prévue pour chirurgie, donc il fallait faire un peu vite. Et on avait dans son CGM, il y avait vraiment 2 pics. Donc, le matin, après le petit déjeuner et le dîner. Donc, on est passé d'emblée à 2 réseaux DEC, 12 le matin et 12 le soir. On a gardé la metformine et on a arrêté le sulfamide, l'inhibiteur DPP4. Il nous a fait une petite hypoglycémie ici. Et on a titré à 10, puis 12. Ça s'est arrangé. Donc, c'est un produit qui peut être très utile pour les patients, surtout ceux qui ne veulent pas manipuler les 12 stylos, les patients qui ont des difficultés donc, à gérer leur alimentation, beaucoup de déplacements. Ça peut être très intéressant pour pallier aux difficultés du schéma basal-bolus classique. Finalement, c'est une personnalisation, donc parmi d'autres, pour mieux traiter nos patients. Et je vous remercie.